Bonsoir à toutes et à tous. Je vais tout faire tout seul, l'introduction et la présentation. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici parmi vous et de partager avec un PowerPoint très particulier, puisqu'il est entièrement dessiné de manière originale par mon ami et collègue Charles Hénin. Et tous les dessins que vous verrez derrière moi sont à la fois originaux, mais représentent de vrais étudiants, de vraies chaises, de vrais tableaux. Rien n'a été copié-collé. Et vous allez vivre des exemples de pédagogie que l'on mène à l'Université catholique de Lille. Alors, on m'a demandé de faire une sorte de regard sur les nouvelles pratiques pédagogiques. Et j'aime bien cette image de la poule devant un couteau. Il y a une expression qui dit avoir l'air, je ne sais plus comment, comme une poule devant un couteau. En fait, souvent, les profs, les étudiants, quand on leur parle d'innovation pédagogique, peuvent avoir ce sentiment-là. Qu'est-ce donc que cet objet? Est-ce que les nouvelles pratiques pédagogiques sont utiles ou pas? Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre les couteaux. On pourrait faire un sondage. Ça dépend peut-être de l'usage qu'on en fait. Vous allez voir, l'innovation pédagogique telle que je vous la présentais, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas une chose. Ça n'est pas « je change de méthode ». C'est-à-dire, par exemple, je faisais le cours classique dans l'amphi. Donc là, vous me voyez au milieu de mes étudiants en médecine. Je suis vice-président chargé de l'innovation à l'Université catholique de Lille, mais en même temps, j'enseigne la génétique moléculaire, la biologie, et donc je pratique certaines des innovations que vous allez voir. L'innovation pédagogique, ce n'est pas de dire « tiens, je vais arrêter de faire le cours normalement », parce qu'il est quand même intéressant, le cours normal, mais je vais peut-être m'intéresser aux usagers. L'innovation pédagogique, c'est quand les idées créatives que vous avez rencontrent la main de l'utilisateur. Et on ne peut donc innover sans usage, sans usager. Alors, avec les étudiants, on leur dit « ok, il y a des cours classiques, c'est la tendance », et ça marche très bien. Donc moi, j'adore l'enseignement classique. Mais dans le cours entièrement transmissif, le prof, comme moi, c'est l'expert. Donc j'ai 100% de la connaissance, ça fait 30 ans que je redouble, donc le cours, je connais par cœur. Et donc je vais vous envoyer ma connaissance, charge à vous de l'absorber, de la comprendre, de travailler chez vous aussi, parce que le jour de l'examen, on va vous poser des questions. Bien sûr, il y a aussi de l'enseignement à distance, donc il n'y a pas que du présentiel, on peut vous mettre des plateformes en ligne, mais dans beaucoup d'exemples, dans beaucoup de cas, l'étudiant il se retrouve parfois un peu seul, abandonné chez lui devant l'ordinateur, ou comme il peut être abandonné parfois dans l'amphi. J'ai une collègue québécoise qui un jour parlait du présentiel et du distanciel, et elle disait, vous savez, parfois dans un amphi de 500 élèves, il y a du distanciel, parce que les élèves, ils sont ailleurs, ils s'ennuient, ils sont sur leur téléphone. Et dans un cours en ligne, lorsqu'il est bien fait, les élèves peuvent être en présentiel, parce qu'ils sont captés par ce que leur dit l'enseignant. Donc le distanciel et le présentiel, ce n'est pas un problème de géolocalisation, c'est un problème d'intérêt que vous avez entre l'apprenant et l'enseignant. Donc dans les nouvelles pédagogies, ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas de remplacer l'enseignement académique, vous allez voir. C'est peut-être de le renforcer d'une manière différente, en favorisant les échanges, les interactions. Il y a des étudiants qui ne veulent pas en entendre parler. Ils se disent « le cours, c'est le cours, moi j'apprends, je veux des diplômes, et on verra après dans les stages, les exercices, les travaux pratiques, mon premier CDD ou CDI, si je peux l'appliquer ». Il y a encore cette notion de dire qu'il y a le monde de l'éducation, et puis il y a le monde du travail, comme si on ne travaillait pas dans le premier, et de se dire, là, on va peut-être appliquer nos connaissances. Or, dans les nouvelles pédagogies, on essaye, bien sûr, d'appliquer ces connaissances, mais aussi de mobiliser des connaissances qu'on n'a pas eues, mais qui sont nécessaires pour résoudre ces travaux. Alors, il y a beaucoup d'innovations pédagogiques qui ont le vent en poupe. Les classes inversées, les classes renversées, les classes mutuelles, les cartes mentales, les serious games, la wikiradio, les web TV, les apprentissages par problème. Enfin, j'ai un catalogue complet d'innovations pédagogiques qui sont toutes expérimentées à l'université. Les classes inversées, par exemple, ça fonctionne assez bien. Ça dépend du niveau. C'est-à-dire que si vous faites de la classe inversée... Ah, la classe inversée. Définition. Je fais le cours à la maison et les devoirs en classe. Voilà. Donc le niveau qui ne fonctionne pas, c'est la classe inversée basique. On vous donne tous les cours, vous travaillez chez vous ou en bibliothèque, et dans la classe, le professeur, lui, va vous aider à faire les devoirs. Donc il ne vous fait plus le cours, mais il devient un peu le grand frère, le tuteur. Alors ça ne marche pas très bien à ce premier niveau, parce que d'abord, ça marche si quand même pour les élèves adaptés au cours normal. Donc les élèves adaptés au cours classique sont bons chez eux. Par contre, un élève qui a des difficultés en classe, avec un prof pédagogue, il n'arrive pas forcément à travailler chez lui seul. Et puis surtout, la classe inversée classique, basique, elle est chronophage. Donc il y a des étudiants qui préfèrent supporter un prof 1 heure et travailler 1 heure chez eux, ça fait 2 heures, plutôt que de devoir travailler 3-4 heures en avance, en équipe, refaire le cours avec le professeur qui fait des exercices, et après comprendre. Ça lui multiplie par 2 ou 3 le temps de travail. Donc le côté chronophage n'est pas apprécié par les étudiants.
il n'est pas apprécié non plus par les profs. Les profs qui veulent innover, un prof, c'est ce qui ressemble le plus à un élève. Donc, si l'étudiant ne veut pas innover parce qu'il trouve que ça lui prend du temps, le prof, lui, parfois dit « Ah, c'est bien le nouveau parcours, cette nouvelle façon de travailler, mais est-ce que je vais y passer plus de temps que dans un cours normal ?» Donc nous avons des classes inversées différents niveaux, et puis il y a certains profs, j'en citerai pas, mais qui font des choses encore plus incroyables, qui font des classes renversées. Alors si ça vous intéresse, venez voir ma classe, vous allez voir, dans ma classe, il y a 50 professeurs, il n'y a plus qu'un seul élève. Donc ce sont tous mes étudiants qui construisent le cours. Donc dans le cours de génétique de 3e année de licence, que je pratique depuis plusieurs années, il n'y a plus de cours. Les étudiants sont en équipe, ils construisent le cours par eux-mêmes. Ce sont des méthodes socio-constructivistes. C'est-à-dire que je leur donne juste les titres des chapitres et ils s'organisent entre eux. Donc ils font les chapitres, ils font les plans, ils écrivent les chapitres, ils font les iconographies, ils publient, ils mettent en ligne, ils font le cours, ils interrogent le prof. Je vais vous en donner quelques exemples. Mais c'est une classe de rêve en fait, parce que quand vous dites à des étudiants vous allez faire le cours, ils vous répondent mais je ne sais pas, c'est vous l'expert. Alors je leur dis écoutez, imaginez un prof qui rentre dans sa salle de classe, le rêve, hein, un prof qui a 50 cerveaux et qui est complètement connecté. Et dans la salle de classe, devant lui, il a une promotion d'élèves composée de 100% du majeur de promo. Donc pas de problème, 100% de la classe est composée d'un élève qui a déjà fait 30 ans de génétique. Et donc vous allez pouvoir construire un cours et le tester sur une classe soi-disant excellente. Donc les étudiants sont en situation, et effectivement, les classes nouvelles, qu'elles soient inversées, renversées, mutuelles et autres, se transforment en nouveaux espaces. Quand vous rentrez dans une classe aujourd'hui, ça ressemble à une start-up avec des équipes. Les étudiants peuvent rentrer, sortir, ils peuvent s'organiser, il peut y avoir un cours café, il peut y avoir aussi des visiteurs qui viennent. Donc vous voyez, les étudiants sont organisés, ils aménagent l'espace comme ils veulent. C'est important l'aménagement de l'espace, mais ce n'est pas forcément la première chose à faire. Il y a des établissements, par exemple, qui vont investir des centaines de milliers d'euros dans de l'investissement immobilier et qui vont y mettre directement les étudiants et le prof, qui va utiliser tout simplement une craie, un tableau, un feutre ou un PowerPoint. Donc on va y refaire du cours magistral, mais ça va vous coûter plus cher. Donc les étudiants travaillent en équipe. La constitution des équipes est particulièrement importante. Il y a beaucoup de profs qui font travailler leurs élèves en équipe et qui leur disent « mettez-vous comme vous voulez ». Alors ils se mettent par affinité. Et ça ne fonctionne pas très bien. Par contre, quand on commence à faire des groupes hétérogènes, avec des profils différents, moi, dans ma classe, mes groupes d'étudiants sont composés de bons, de moyens et de mauvais élèves d'un point de vue scolaire. Parce qu'en fait, ils sont tous bons. Ils sont tous bons, mais ils ne sont pas tous adaptés à la façon dont on leur enseigne les choses et à la façon dont ils remplissent leur copie. Donc les étudiants s'organisent comme ça, il y a beaucoup d'ergonomie. Dans chaque équipe, il y a des responsables de texte, des responsables de recherche, d'iconographie, et ils se partagent les responsabilités. Donc c'est vraiment intéressant d'observer la façon dont ça fonctionne, en sachant aussi qu'il y a un chiffre magique, c'est 6. Donc on travaille avec des entreprises, on travaille avec des étudiants, entre autres, et on s'aperçoit que les groupes de 6 sont les plus efficaces, parce qu'en dessous de 6, il peut y avoir des problèmes, et au-dessus de 6, il faut travailler de manière différente, en leur donnant beaucoup plus de choses à faire. C'est très difficile de communiquer comme ça dans un groupe quand on est une dizaine ou une quinzaine d'élèves. Alors les étudiants utilisent les outils numériques, donc des tablettes, des ordinateurs, PC, Mac, ils utilisent leur téléphone. C'est intéressant d'interdire parfois le téléphone à l'école alors qu'on en fait un outil de travail. J'ai un de mes collègues qui disait, lors d'un atelier, plutôt que d'interdire ces téléphones en classe, on devrait penser à transformer les ennemis en alliés. Et quand vous utilisez ces outils en classe, les élèves les utilisent pour travailler. Moi, j'ai quelques étudiants qui utilisent leur téléphone de manière incroyablement efficace, alors qu'ils ne savent pas forcément utiliser une tablette ou un type de cahier pratique. Donc ils sont connectés, on a une bibliothèque numérique en réseau, les étudiants ont accès à des tas d'informations, ça fonctionne assez bien, même très bien. Ils doivent aller chercher des informations avec discernement. Pas uniquement dans les classes renversées, mais dans beaucoup de méthodes pédagogiques actives, des apprentissages par problème, projets, etc., les étudiants deviennent aussi des chercheurs. Et chercher avec discernement, c'est très difficile, parce qu'il faut trier, organiser, il faut aussi référencer. Et là, par exemple, les premiers de la classe n'aiment pas ça du tout. Les 10 à 15% des premiers de la classe, ils consomment, ils aiment bien prendre du cours, le comprendre. Beaucoup d'entre eux ont été mis en valeur, je dirais, pointés du doigt comme des vainqueurs, parce qu'ils avaient des 17, 18, 19 sur 20. Mais il leur manque parfois aussi la possibilité de se dire comment je vais mobiliser ces connaissances, mais aussi comment je vais travailler avec les autres. Donc, par exemple, dans les classes plus actives,
On a des problèmes avec des étudiants qui ont des difficultés de s'adapter. Mais les problèmes avec ces étudiants sont facilement solubles, puisque les étudiants qui sont très académiques, on peut les impliquer dans un travail de groupe. Alors que dans une classe normale, un étudiant qui est complètement perdu, eh bien, c'est très difficile de le remobiliser s'il a perdu pied avec la matière, le vocabulaire ou le niveau. Donc les étudiants travaillent avec le numérique, et quelque chose qui est incroyable et que j'ai observé pour la première fois il y a 5-6 ans, c'est que le numérique a ramené le papier. Mais pas seulement pour imprimer. Les élèves forcés de travailler à distance ont ramené des livres en classe. Et il y a un des pays au monde où on lit le moins, c'est la France. Dans d'autres types d'études, anglo-saxonnes et autres, les livres sont utilisés. Et moi, il m'a fallu 25 ans d'enseignement, et mes collègues, c'est à peu près la même chose, pour voir arriver des livres en classe. Alors pourquoi ? Au départ, tout bêtement, parce que l'étudiant s'est dit « c'est fatigant d'aller chercher sur Internet de l'information, le livre, c'est la vérité pure ». Le prof, il dit toujours la vérité. Dans le livre, il n'y a pas besoin de référencer, il suffit de mettre le titre du livre et ça fonctionne. Donc les élèves qui ont des livres ramènent leurs livres en classe, les profs ramènent les livres, et aujourd'hui vous avez des learning labs, des salles d'expérimentation pédagogique dans les facultés, dans les écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de business, dans lesquelles on mélange le papier, le texte, dans lesquelles on mélange les différentes façons de travailler à distance. Et puis on invente des tas de méthodes. Je vais vous donner juste des noms. Si vous voulez savoir quelles sont ces méthodes, ça c'est assez facile de vous connecter sur les sites des expérimentateurs à la Cato et de les trouver. Mais on travaille sur des méthodes de tableau tournant, de QCM inversé, QCM intelligent, des battles, des ping-pong, des karaokés, des méthodes de benchmarking organisées, de la tricherie obligatoire. On organise ça. Comment tricher de manière intelligente pour que ce soit effectif et pour ancrer les savoirs ? Parce que les élèves qui trichent, qui réduisent et qui font des antisèches ont des mécanismes de mémorisation incroyables étudiés par des chercheurs. Pourquoi ne pas regarder ces mécanismes de tricherie et les utiliser dans de l'apprentissage classique ? Et c'est ce que nous faisons. Donc la méthode des tableaux tournants, elle est particulièrement efficace. Ce sont des méthodes qui permettent aux élèves de co-construire des réponses. Exemple, si vous faites un cours normal et que vous apercevez que vos élèves ont un déficit en niveau, vous pouvez arrêter le cours et leur dire « Écoutez, il y a un problème là, vous n'êtes pas très bon dans ce chapitre-là, laissez-moi vous expliquer ça en détail un quart d'heure. » C'est vraiment important, hein, parce que ce quart d'heure-là, vous risquez de l'avoir à l'examen. Donc là, ils écoutent. Et pendant un quart d'heure, vous leur expliquez une notion fondamentale. Si vous leur demandez au bout d'un quart d'heure ce qu'ils en ont retenu, beaucoup d'entre eux n'ont pas écouté, ont été perdus. Alors là, on leur dit, écoutez, il y a un point crucial à connaître ensemble et d'où vous allez résoudre le problème par vous-même. Il y a 6 équipes, 6 tableaux, top, c'est parti. Et les étudiants commencent à répondre équipe par équipe à la question. Exemple, question basique, comment une molécule d'ADN se divise en 2 de manière égale. Et hop, c'est parti. Et au bout de 3-4 minutes, vous faites changer les étudiants de tableau. Et donc l'équipe 1, qui a commencé à répondre, se retrouve devant le tableau de l'équipe 2, et continue à répondre à la même question, mais en complétant un schéma commencé par une autre équipe. Ce qui fait que lorsque vous faites 3 ou 4 rotations, vous obtenez des réponses co-construites, et chaque réponse de tableau est construite par différents types de groupes d'étudiants qui se suivent. Et quand c'est terminé, si vous faites par exemple 3 x 3, ce qui fait 10 minutes, mathématiquement, eh bien, il ne vous reste plus que 3-4 minutes pour vous rapprocher tous du tableau où l'information est la plus complète, et de dire aux étudiants, vous voyez sur ce tableau, tout est bon. Il y a juste 2 erreurs que vous corrigez et 3 points qui manquent que vous pouvez aller rechercher sur d'autres tableaux. Et quand vous faites cette méthode, ça dure un quart d'heure. Et que vous demandez aux étudiants, qui peut me réexpliquer comment la molécule d'ADN se divise ? Je lui mets tout de suite un 20 sur 20 en contrôle continu. Eh bien, vous avez 40 doigts qui se lèvent, parce que comme ils ont co-construit les réponses, eh bien, ils sont plus à même d'y répondre individuellement. Alors, on a aussi d'autres façons de travailler. Il n'y a pas que le numérique, il n'y a pas que les tablettes. On utilise les murs. On écrit sur les murs, au départ avec des feuilles de paperboard qu'on scotche, puis ensuite avec des salles dans lesquelles on investit, avec du Velleda, des tableaux interactifs, avec des tableaux aimantés. Et les étudiants se mettent à utiliser des feutres, à travailler en groupe, à taguer les murs. Et donc, plutôt que de leur donner les diapositives ou les schémas tout faits, tout bons, ils les construisent ensemble, ils les dessinent, avec beaucoup d'erreurs. Mais on discute sur les erreurs. Et quand vous regroupez des étudiants sur des schémas écrits sur les murs et que vous apercevez qu'il y a des erreurs, on discute de ces erreurs, il y a du débat, il y a de la négociation. Ensuite, le prof peut corriger ou pas. Et là, les étudiants, lorsqu'ils retournent dans les livres ou dans les ordinateurs, eh bien, c'est ancré parce qu'ils ont la connaissance réelle, en tout cas celle qui est censée être la bonne, mais comme ils ont discuté des problèmes en amont, eh bien, le mécanisme d'apprentissage est incrusté.
Voilà, puis les étudiants font cours. Ici, les étudiants font le cours. Alors pourquoi demander à des étudiants de faire le cours dans certaines matières? Tout simplement parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc on dit aux étudiants, enseignez-moi la génétique. Donc ils sont au tableau, ils se relaient. Ils font des erreurs, bien sûr. Parfois, comme vous le voyez ici, ils vous dessinent une bactérie avec 2 chromosomes, alors que tout le monde sait ici qu'une bactérie n'a qu'un seul chromosome et que ce chromosome est circulaire. Et donc, vous pouvez discuter avec eux et leur demander pourquoi il y a 2 chromosomes dans cette bactérie. Et parfois, ils vous apprennent des choses que vous ignoriez. Alors même que vous êtes chercheur depuis une trentaine d'années, comme ils font de la recherche bibliographique référencée, ils sont capables de vous sortir des articles en 2e et 3e année, des articles scientifiques qui vous décrivent des bactéries à 2 chromosomes, alors que le prof, lui, pense qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, dans ces méthodes collaboratives, des étudiants de 1e et 2e année sont capables d'apprendre des choses à des enseignants qui ont déjà une vingtaine d'années de recherche. Et puis, donc, les étudiants construisent les questions. Alors, si vous demandez aux étudiants, mais ça sert à quoi de construire des questions? Est-ce que c'est difficile? Posez la question à des étudiants. Est-ce que c'est facile d'interroger un prof? D'un seul coup, c'est le prof qui fait ses devoirs à la maison et l'étudiant corrige le prof. Ah ben oui, parce que les élèves construisent les questions en groupe, mais pour construire des questions, il faut connaître le cours, que vous l'ayez fait ou qu'on vous l'ait donné. Ensuite, il faut construire un barème, et lorsque le prof vous répond, il faut être capable de le corriger. Donc par exemple, moi, si mes étudiants m'interrogent, eh bien, si je trouve que le travail est bien fait, je réponds super bien. Et j'ai une très bonne note. Par contre, si les questions ne sont pas très travaillées et que je pense qu'ils ne se sont pas trop foulés, eh bien, je réponds je ne sais pas, je donne des réponses fausses, j'ai 0 sur 20, voire un demi, et ils doivent me donner la note et la correction. C'est-à-dire qu'ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins il y a de boulot à faire à la maison, puisqu'ils sont obligés de l'anticiper. Donc les étudiants travaillent, on travaille à distance, évidemment. On utilise les multimédias, c'est-à-dire que les profs qui innovent ne doivent pas se contenter d'un seul support. Les innovations pédagogiques qui fonctionnent le mieux, elles alternent le papier, l'ordinateur, le distanciel, le présentiel, le tableau, la mise en situation. Donc il n'y a quasiment pas de méthodes d'innovation pédagogique qui sont axées que sur une méthode. D'ailleurs, la plupart des innovations pédagogiques axées sur une méthode n'en sont pas. C'est un prof, par exemple, qui se dit « Tiens, moi j'en ai marre d'enseigner de cette manière-là, je vais aller me renseigner auprès des technologies. » Et puis on va lui donner un outil, il va utiliser ou pas cet outil. Et quand vous allez dans sa classe, il est très content de son innovation technologique, mais en fait, il a fait une transposition. C'est-à-dire que ce qu'il faisait avec une craie et un tableau, un jour il l'a fait avec un feutre, un jour il l'a fait avec un transparent, ça existait cette technique. Après, il l'a fait avec un PowerPoint. Maintenant, il le fait avec une plateforme Moodle. Demain, il le fera avec des lunettes Google en réalité virtuelle. Mais quand vous le regardez, il fait toujours la même chose. Il transmet son cours, il demande aux élèves d'apprendre, il corrige les questions et il met des notes. Donc, ça s'appelle des transpositions ou des évolutions technologiques, mais il n'y a aucune innovation. Rappelez-vous, l'innovation, ça n'existe que s'il y a l'implication de l'usager. Et on ne peut innover que lorsque les usagers, les élèves, sont impliqués aussi dans l'amélioration de la méthode. Autrement dit, on peut être un super innovateur en pédagogie dans un amphi avec une craie et un tableau. Et on peut être complètement has-been et faire de la transposition avec des centaines de milliers d'euros de technologie si on utilise les mêmes méthodes. Alors, il y a des méthodes qu'on appelle DIU, Do It Yourself, faites-le par vous-même, un peu comme la classe renversée. Mais nous, on préfère les méthodes de faites-le avec les autres, do it with others. Autrement dit, travaillez par vous-même, mais en équipe, que ce soit dans la classe, comme vous l'avez vu, ou que ce soit à distance. Donc, on s'est rendu compte que tous les établissements qui avaient investi dans du e-learning, des MOOC ou des enseignements, eh bien, avaient de bien meilleurs résultats lorsqu'ils faisaient du e-learning inversé, collectif, en équipe, plutôt que d'utiliser les plateformes numériques pour mettre le cours, apprenez le cours individuellement et je vous interroge individuellement. Alors évidemment, parfois on est obligé de le faire parce que nos élèves sont à distance, mais ça, ce n'est pas de l'innovation pédagogique. On s'est adapté au fait que les élèves ne sont pas dans la classe. Et ce qui est vraiment très important à retenir, c'est que l'innovation pédagogique ou les innovations pédagogiques dont je vous parle, classe inversée, renversée, serious game et autres, qui peuvent vous paraître incroyables, au contraire de remplacer l'enseignement académique, au contraire de le remplacer, elles vont le renforcer. C'est-à-dire que les profs qui alternent entre ces deux méthodes, classiques et plus innovantes, ce sont ceux qui observent les meilleurs résultats. C'est-à-dire que tout simplement, plutôt que de faire un cours d'1 heure, et puis les élèves font une pause, puis après vous refaites un cours d'1 heure, eh bien on découpe les séquences en plusieurs fois 20 minutes d'interactivité,
20 minutes de cours académique, 20 minutes d'exercice, ça peut être des 15 ou des 20 minutes, et les élèves sont moins écœurés par le cours magistral, ils comprennent plus certaines choses, et ils sont demandeurs de magistral. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de remarquer que plus vous innovez dans la pédagogie, moins vous écœurez les élèves qui n'ont pas le niveau par le bas, et plus ils ont envie de se remettre à leur vitesse à des types de cours académiques. Alors innover, c'est bien en pédagogie, mais quelquefois, dans un établissement, vous avez juste un ou deux innovateurs. Et puis c'est super ce qu'ils font, vous les mettez en avant, regardez, monsieur un tel, madame un tel, ceux-là, ça c'est des profs innovateurs. Mais quand ils s'en vont, ils sont mutés, ils partent à la retraite ou autre, ben, votre innovation, vous la perdez avec eux. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est comment les enseignants, et pas que les enseignants, parce que nous travaillons avec les enseignants, les administratifs, les techniciens, les étudiants, les élèves, parfois les parents, comment ces gens-là se partagent les expériences. Donc les classes sont ouvertes. Donc quelquefois, la première innovation à faire, c'est d'ouvrir les portes de sa classe et de permettre aux autres d'y assister. Donc on a par exemple des classes avec 25, 30, 40 élèves, un ou deux profs, des profs qui viennent, des administratifs, et qui viennent prendre des idées, observer, donner des conseils, s'inspirer. Et ces profs, ça leur donne envie de se réunir. Donc j'entendais tout à l'heure des réunions pédagogiques régulières dans des établissements. Nous, on fait ce genre d'ateliers qu'on appelle des ateliers de co-design. On va co-dessiner ensemble des réponses à des problèmes. Comment est-ce que je peux changer mon mode d'évaluation? Comment je peux, par exemple, lutter contre le décrochage scolaire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant 3-4 ans, à l'Université catholique de Lille, eh bien, dans nos ateliers pédagogiques, un tiers des participants ne sont pas des profs. C'est-à-dire que ce qui était original, depuis 2 ans en tout cas, on invite dans nos ateliers pédagogiques des entreprises, des entrepreneurs, des élus, des citoyens, des parents qui participent aux réflexions pour améliorer la pédagogie, l'innovation pédagogique n'étant pas qu'une affaire de profs. Et on peut aussi innover, je dirais, en repensant l'évaluation. D'ailleurs, ça peut être une erreur d'innover dans la transmission du cours, dans les exercices, sans changer l'innovation. Donc, on a créé des tas de systèmes complètement nouveaux pour noter les élèves en tuant la note sur 20 et en la remplaçant par des tas d'expérimentations, de points, de scores, d'évaluation par les pairs, et même parfois de ce qui peut ressembler au bitcoin de la biologie ou des mathématiques. On a même fait, avec des profs de prépa, dont certains travaillent dans vos établissements, des ateliers créatifs où on leur a demandé d'utiliser des baby-foot pour évaluer le niveau en maths, physique, chimie de leurs élèves. Impossible. Et pourtant, au bout de 2-3 heures de créativité, ils ont imaginé, des profs de vos établissements, un tournoi de baby-foot avec des bonus et des malus en fonction du niveau en mathématiques, qui leur permet de jouer des tournois et de classer les premiers du tournoi parmi les meilleurs en mathématiques. Et forcément, si vous êtes bon en mathématiques et qu'on vous donne des malus, ou des bonus plutôt, et que vos buts valent 3, 4 ou 5 points, alors que si vous êtes mauvais en mathématiques et qu'on vous donne des malus où vous devez fermer un œil, voire 2 yeux, on s'aperçoit que dans leur prototype de tournoi de baby-foot, on ne peut gagner le tournoi que si on est bon en maths. Ça, c'est de l'innovation qu'on va appeler de l'innovation de transformation, incrémentale. Et puis, il existe l'innovation de rupture, celle qui fait que des profs vont inventer des choses qui n'existent pas, ou que des établissements vont inventer des parcours qui n'existent pas, des nouveaux parcours très originaux pour attirer d'autres types d'étudiants, des parcours ouverts par exemple. Et là, on crée des modules de Schmurtz, des modules transdisciplinaires qu'on crée entre équipes et avec des profs de différents établissements. Donc quand on fait des ateliers de Schmurtz, on va inventer une méthode pour permettre à certaines populations, en les ciblant, de faire des progrès dans certains niveaux. Et les profs qui participent aux ateliers de Schmurtz proviennent d'écoles, de facultés, de départements, d'instituts, de labos de recherche, et ils sont mélangés, et c'est la somme de leur cerveau qui produit ces idées. Voilà, pour terminer, on ne peut pas parler d'innovation pédagogique, qu'on soit un enseignant, qu'on soit un département, ou bien qu'on soit un établissement, une école d'ingénieurs, si on n'est pas attentif à des mots-clés. Il y a un mot-clé que je retiendrai en top 1, c'est le mot confiance. C'est impossible d'oser faire de l'innovation si vous ne faites pas confiance aux étudiants, si les étudiants ne vous font pas confiance, si les profs entre eux ou les étudiants entre eux ne se font pas confiance, et si le prof n'ose pas, il ne se fait pas confiance lui-même, donc il n'ose pas sortir de sa zone de confort. Et donc, enfin, de confort si on veut dire, mais en tout cas, de ce dont il est habitué. Et là, ce qu'on observe, c'est que ceux qui réussissent à innover, eh bien, ce sont ceux qui font des expérimentations et qui font des pas, qui font du test and learn et qui mettent en place ces méthodes. Donc, il faut de la confiance. Et puis,
Moi, je suis biologiste, j'alerte souvent mes collègues en leur disant « Si vous voulez innover, faites attention parce qu'il existe une maladie transmissible qui peut empêcher d'innover. Et cette maladie, elle s'appelle la programmite. Alors, il y a de la programmite aiguë, de la programmite chronique. Il y a aussi des établissements où il y a des épidémies de programmite. C'est-à-dire qu'on dit à un enseignant « Tu dois faire tout le programme ». C'est-à-dire que si tu as 150 choses à dire aux étudiants, tu dois dire les 150 choses. Ce qui fait qu'il y a des profs, des fois, ils écrivent au tableau, ils se disent « Il n'y en a pas un qui comprend ce que je suis en train de dire, là, mais comme c'est au programme, je vais le faire ». Et donc, on se rend compte que quand on envoie 100% du programme, les élèves, ils en retiennent que 50, 60, 70, ça dépend desquels. Parce que les gens confondent enseigner et apprendre. Et donc, d'ailleurs, on dit « je vais t'apprendre à ». Il n'y a qu'en français qu'on dit ça. Les Anglais font bien la différence entre teaching et learning. Tandis que les Français, combien de fois on dit « je vais t'apprendre à », on va t'apprendre à. Qu'est-ce qui vous a appris à marcher? Qu'est-ce qui vous a appris à parler? Personne. C'est vous qui avez appris. Donc, si vous avez 50 élèves devant vous, il y a 50 façons différentes d'apprendre. Et donc, les profs s'aperçoivent que si on arrête de leur envoyer 100% du programme et qu'on ne travaille que sur des fondamentaux ou qu'ils co-construisent ensemble les 60-70, c'est ancré dans leur mémoire et ils ont envie d'aller plus loin parce que vous ne les écœurez pas. Vous ne leur avez pas servi des tonnes et des tonnes et des tonnes de victuailles en entrée, donc ils ont encore faim au moment du plat de résistance. Voilà, l'innovation pédagogique, ce n'est pas une sorte de fou, une sorte de cinglé, on va dire, qui a envie de casser le système. L'innovation pédagogique, c'est quelque chose qui est fondamental et utile et qui se complète avec l'académique. Donc il n'est pas du tout question, pour n'importe quel type d'établissement, d'école, de structure, de dire on va tout passer en parcours ouvert, on va tout passer en classe inversée. Non, non, il faut consolider et faire des allers-retours. En fait, le vrai challenge de l'innovation pédagogique, et là je parle d'innovation pédagogique, mais on pourrait faire la même chose dans l'entreprise, sur l'innovation produit, service, entrepreneurial, managérial, etc. C'est exactement la même chose. Le vrai challenge, c'est le croisement. En fait, tout à l'heure, vous disiez que si on vous avait donné qu'un seul mot, vous auriez dit merci. Moi, si on m'avait donné le temps d'une seule diapo, c'est celle-ci que j'aurais utilisée, parce que là, vous avez le croisement entre ce qu'on pourrait appeler le transdisciplinaire, la complexité, le vivant, ce qu'un biologiste aime bien observer dans la canopée des forêts, où là, vous avez la véritable complexité de la vie. On pourrait se dire, il n'y a que ça qui m'intéresse, tout le reste m'ennuie, mais vous ne pouvez comprendre la complexité des choses, vous ne pouvez apprécier l'innovation pédagogique ou la faire vivre que si vous êtes solidement ancré sur vos matières. Et donc, il faut faire un croisement entre les matières disciplinaires scientifiques et ce qu'on essaye de faire par les ponts et les relations entre elles. Et ça s'observe dans la réalité. Je vous le dis, les profs que l'on a, nous, il y a au moins une cinquantaine de profs à Lille qui font des innovations pédagogiques impressionnantes. Eh bien, ces 50 profs, ce sont tous des enseignants qui aiment le cours académique et qui dominent leur matière. Alors que j'ai parfois des enseignants qui ont des difficultés, ils dominent moins leur matière, ils ne savent pas comment intéresser les étudiants, ils ont des problèmes d'organisation. Alors ils viennent voir l'innovation pédagogique en disant « Aidez-moi, j'ai besoin de méthodes, d'outils, j'ai envie de les motiver, j'ai vu que cette méthode marche. » Mais quand on leur donne des méthodes, des outils, et qu'ils repartent, eh bien ça les enfonce encore plus. Parce que le prof qui a du mal à intéresser ses élèves en physique-chimie, par exemple, si vous lui donnez des applications, des tablettes et puis des méthodes complètement loufoques, eh bien il va s'enfoncer davantage. Donc l'innovation pédagogique, c'est important de ce point de vue-là. Et dernière chose qui est vraiment importante par rapport au chef d'établissement, et ça je le dis souvent dans les lycées, les collèges où on intervient, parce qu'on pourrait se dire, quel est le bénéficiaire de l'innovation pédagogique? L'élève? Ben oui, parfois. Un élève peut bénéficier de l'innovation pédagogique, pas tous. Le prof, certainement. L'enseignant qui innove en pédagogie, sa carrière d'enseignant, elle sera un peu différente que si chaque année il répète la même chose. Mais on s'est rendu compte avec le temps que l'un des principaux bénéficiaires de l'innovation pédagogique, c'était l'établissement. Parce que d'un seul coup, les profs se mettent à parler entre eux, expérimenter, co-construire des scénarios. Et au lieu de toujours parler des mêmes choses dans les salles de profs, dans les écoles d'ingénieurs, ça arrive un peu moins, mais par exemple dans les lycées et les collèges, les conversations dans les lycées et les collèges des salles de profs, elles se ressemblent. T'as vu le niveau, t'as vu le programme, et je m'en sors plus, et tel élève, etc. Alors que là, vous avez des profs qui vont se mettre à
à échanger sur leurs expérimentations, à monter des protocoles ensemble. Et on se rend compte que les innovations, lorsqu'elles sont menées de manière collective, elles renforcent le lien social, la discussion, et elles permettent une vie, je dirais, d'établissement beaucoup plus intéressante que si elle était toujours répétitive et puis de temps en temps illuminée par un innovateur, une sorte d'éclairé. Voilà, j'espère avoir tenu le temps. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à ces questions, c'est très facile de me joindre. Il y a un site internet, il y a mon mail et je peux vous envoyer ça sous forme de lien, de film. Comme ça, vous le verrez en images. Merci à vous. Si vous avez des questions. Oui, monsieur, j'ai une question. Vous avez insisté beaucoup sur la confiance. Et je suis peut-être d'accord. Il y a des coachs comme ça de assez longtemps, qu'on a vu en entreprise en tout cas. Mais comment vous arrivez à la construire? Parce que ça, c'est quand même une alchimie très particulière. Nous, ce que l'on essaye de faire, c'est la base de toutes ces expérimentations, c'est de faire des ateliers ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui voient ça, ils se disent tiens, ça a l'air de m'intéresser, mais je ne me vois pas faire ça. Je ne pense pas que j'aurais le culot de faire ce genre d'innovation. Ou alors j'ai envie de le faire, mais je connais mes élèves, ça ne va pas marcher. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ensemble, on fait des ateliers qui sont loin d'être tous des ateliers technologiques ou d'outillage. On travaille sur la confiance, on fait des tests, des expérimentations. Quelquefois, on y va à deux. Moi, j'invite des profs, on invite des profs à vivre la salle. On regarde les réactions. Et donc, c'est comme un entraînement. De toute façon, c'est très simple. Hein. Vous avez envie de faire du ski, du vélo ou du roller et vous n'en avez jamais fait, vous n'avez pas trop confiance dans votre équilibre, eh bien, on va essayer de faire des choses ensemble. C'est sûr que vous allez tomber. Hein. Mais comment vous vous relevez, ce que l'on fait, c'est ça qu'il faut travailler avec les profs. Le prof qui dit « Moi, je veux bien une innovation, là, tu m'expliques, mais il faut que ça soit bien sécurisé », ça ne marche pas, ça. Donc, ça se travaille en équipe, oui, effectivement. Et ça vient avec le temps et l'expérimentation. Alors, je pense qu'elle s'adapte à tout type de situation. Moi, je m'y suis mis à 50 ans, hein, donc vous voyez, c'était pas trop tard. Elle s'adapte à tout âge, d'accord, à tout public, ok, selon, quels que soient les niveaux, de la maternelle au doctorat, quels que soient les domaines. Dans les entreprises, c'est pareil. Ce que je vous ai montré ici, avec des élèves, j'ai accès pédagogie, mais on fait exactement la même chose avec des entreprises. On fait des ateliers de coworking, co-design. On apprend aux entrepreneurs à travailler de manière un peu plus en confiance. D'ailleurs, très clairement, on publie tout ce qu'on fait sur Internet et une fois sur deux, on est contacté par des entreprises, DRH, DG, DOSI, etc., qui sont intéressés par ces méthodes parce que, pas tellement qu'ils se posent la question tiens, vous êtes en train de former les jeunes différemment. C'est pas tellement ça. C'est si vous êtes capable d'observer ce genre de réaction, parce qu'on a des doctorants qui étudient le niveau de motivation et d'engagement des jeunes en classe quand vous mettez ces méthodes. Donc les entreprises nous disent si vous êtes capable de créer ce genre d'émulation en travail collectif et que ça monte la motivation, le prof et les élèves, l'expert et les novices, nous, on pourrait s'en inspirer avec des directeurs, des managers, des équipes, etc. Donc, vous voyez, ça peut donner envie aussi à des profils de tout âge. Et puis, on leur donne un argument mortel contre une certaine résistance au changement, c'est qu'ils disent, vous voyez, les profs le font. Des profs. Il y a des profs qui font ça. Alors, nous, en entreprise, on a quand même intérêt à ne pas passer pour des moins dynamiques et innovants que des profs. Oui, c'est ça. Oui, 42. Et où on leur dit, n'apprenez surtout rien, vous avez tout à votre disposition sur Internet, travaillez, cherchez, vous avez un problème à résoudre, collectivement, ou pas collectivement d'ailleurs, débrouillez-vous. Alors, il y a beaucoup d'écoles qui fonctionnent comme ça. Même nous, on crée des modules de ce type-là. Ce langage, il est vrai au départ, mais il est provoquant et il fait exprès pour donner l'envie. Et quand vous allez dans l'école 42, chez Xavier Niel, quand vous allez dans... Nous, on a créé une école 360 avec des masters optionnels, il faut le faire. Hein. Les élèves ont une licence et le master est optionnel. On a créé des modules de ce type-là, mais partout, ça existe en France. Moi, dans ma classe renversée, je dis à mes élèves, vous faites tout, je ne fais plus rien.
Eh bien, ces méthodes-là, c'est l'axe de départ. On les laisse libres, il y a beaucoup de liberté. Et qu'est-ce qui se passe dans l'école 42 ? Les élèves, ils meurent d'envie d'apprendre. Parce que comme ils sont sur des résolutions de problèmes et que ça commence à fonctionner, mais au bout de 6 mois, 1 an, les élèves de l'école 42, ils bavent devant des livres et des cours magistraux parce qu'ils ont besoin d'aller vers ça. Je vais vous donner un exemple qui est réel, hein, mais c'est parmi d'autres, mais celui-là, il est fantastique. Moi, il y a 2-3 ans, je démarre ma classe renversée et j'explique à mes élèves, voilà, je ne fais pas cours, vous faites tout par vous-même. Je ne vais rien vous apprendre. Vous allez tout faire par vous-même. Vous allez travailler en équipe, construire le cours. Une partie de ce que je vous ai montré. Et je leur explique ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. On discute, hein, parce que je leur dis pourquoi je veux faire ça. Vous responsabilisez davantage, travaillez. Et là, il y a un élève qui vient vers moi et qui me dit, à la fin de la première heure, vous savez, monsieur, votre méthode, elle a l'air vraiment bien, hein, mais avec moi, ça ne va pas marcher. Et avec mes 3-4 collègues, ça ne marchera pas. Moi, je me dis, c'est un bon élève, hein, donc il n'aime pas la méthode collaborative. Il me dit non, moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus fait de biologie. Mes copains non plus. Donc, vous comprenez, vos cours de travailler tout seul et de faire des chapitres de génétique moléculaire, alors que moi, je ne fais plus de biologie depuis 3 ans, jamais ça marchera. J'ai mis chacun de ces élèves dans des groupes différents et ils ont travaillé en équipe. 3 mois après, dans la classe, ce même élève, il est au tableau et il est en train de faire un immense schéma. Et autour de lui, il y a plein d'élèves en rond. Ah oui, en plus, il me dit, ce jour-là, j'ai plus fait de biologie depuis 3 ans, mais vous savez, entre nous, je ne sais même plus ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Je me rappelle même plus ce que c'est que de l'ADN. Alors vous comprenez vos chapitres. Donc 3 mois après, il est en train de faire un schéma. Je m'approche de lui, je regarde, il se retourne et il me dit, vous avez l'air de me regarder bizarrement. Je dis, non, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, vous voyez bien. Il dit, vous le voyez bien. Je suis en train d'expliquer la régulation de l'opéron-lactose. Vous savez, la bactérie, quand il n'y a pas de glucose, elle mange du lactose. Pour ça, elle doit produire de la bêta-galactosidase qui est réprimée sur l'opéron-lactose. Quand l'enzyme se met sur le promoteur, ça débloque l'opérateur. Et il n'a même pas fini sa phrase. Il se retourne vers moi et me dit, pourquoi c'est faux ce que je viens de dire ? Alors je dis, non, tout n'est pas faux, il y a des petites erreurs, mais c'est pas ça qui me rend perplexe. C'est pas toi, il y a 3 mois, qui me disait que tu ne savais même pas ce que c'était qu'une molécule d'ADN, et là, tu es en train d'expliquer à tes copains la régulation d'un gène de bactéries. Et il me dit, vous savez, monsieur, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Mais ce mécanisme-là, c'est top. Et là, je meurs d'envie d'aller voir, parce que j'ai l'air bête. J'ai compris ce mécanisme compliqué, et j'ai envie d'aller voir ce que c'est que l'ADN. Comme un de vos élèves qui construirait une fusée, et qui aurait envie de comprendre après pourquoi sa fusée, elle décolle ou elle décolle pas. Et c'est que chez Xavier Niel, ils font la même chose. Donc ils apprennent beaucoup, les élèves. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour mettre en place ces pédagogies ? Du point de vue du prof ou d'élève ? Les élèves n'ont aucun problème de la naissance à la maternelle. Aucun problème. Aller dans une classe de maternelle, c'est fantastique. Tous les profs d'université devraient faire du benchmarking dans les maternelles. C'est un lieu impressionnant. Et ensuite, quand on arrive au cours préparatoire, CE1, CE2, ça commence à se tasser un peu. On commence à aligner les élèves à la méthode prussienne et on industrialise, etc. Donc parfois, il faut désapprendre. C'est pareil dans certaines prépas. Hein. D'ailleurs, vous avez parlé de pédagogie ignatienne, ce que vous connaissez particulièrement bien sûr. Mais il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs autres qui ne savent pas ce que c'est que de la pédagogie tout court. Hein. Et donc, ils pensent... Et moi, j'étais dans ce cas-là, il ne faut pas croire, hein, j'arrive pas. Moi, il y a 5 ans, si vous m'aviez demandé c'est quoi la pédagogie, qui faisait que du cours magistral, je vous aurais dit c'est très simple. Pour moi, la pédagogie, c'est un prof qui est capable d'expliquer clairement des choses compliquées. Voilà. Donc, il clarifie. Mais en fait, ce n'est pas ça la pédagogie. Hein. Il n'y a pas d'âge pour l'apprendre. Vous savez ce que c'est que la pédagogie ? Donc, j'ai trouvé ça il y a 3-4 ans dans le dictionnaire d'Alain Ray. Et en fait, à pédagogie, c'est dans la page d'épée, hein, j'ai trouvé comme ça par là. Et le pédagogue, dans l'Antiquité, pédagogie, qui marche à côté de l'enfant, le pédagogue, c'était un esclave. Un esclave, aucune culture, c'est pas un prof. Hein. Et cet esclave, il marchait à côté de l'enfant parce qu'il accompagnait l'enfant du maître vers l'école, où là, l'enfant rencontrait l'autre maître, celui qui lui transmettait sa science. Et ensuite, le pédagogue, il ramenait l'enfant à l'école. Donc, marcher à côté, protéger, accompagner. Peut-être qu'il lui portait son cartable, je ne sais pas. Mais on associe pédagogie et enseignement parce qu'il conduisait l'enfant à l'école. Imaginez que le pédagogue, il ait conduit le voleur à la prison, par exemple. Eh ben, on parlerait de la pédagogie dans le monde carcéral. Or, donc, la pédagogie, c'est marcher à côté, accompagner. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Il n'y a pas d'âge aussi pour s'y remettre. Parce qu'il y a des profs qui ont oublié de marcher à côté.
Et donc, il faut de la formation, de la sensibilisation. La pédagogie en entreprise, ça veut dire quoi être pédagogue en entreprise quand vous êtes manager, leader il y a de la pédagogie partout. Donc, vous voyez, il y a de la pédagogie partout et pas qu'à l'école. Alors, est-ce qu'il y a de l'innovation dans le monde des collèges et des lycées? Ça me semble. Oui, il y a de l'innovation dans les collèges, dans les lycées, dans les enseignements privés, publics. Nous, on parcourt les établissements depuis 3-4 ans, et même dans le monde entier. On a fait des ateliers en Australie, à Bangkok, en Amérique du Nord, en Europe centrale. On fait des ateliers dans toutes les villes de France. Universités, écoles privées, publiques, collèges, lycées. C'est impressionnant de voir les innovations qui existent. Impressionnant. Et ça n'existe pas que depuis 4-5 ans. Ça existe depuis très très longtemps, même avant les Freinet, Montessori, Steinert, etc. Et peut-être que la grotte de Lascaux, c'était une salle pédagogique à innovation, où ils se sont dit, tiens, on pourrait travailler différemment la capture du mammouth, plutôt que d'aller courir bêtement après, avec une capture d'écran qui, on ne sait pas, hein, c'est peut-être un learning lab ancestral, mais je veux dire, il y a des innovations partout. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est Internet. Les réseaux sociaux. Parce qu'avant, quand un prof innovait, il ne le disait pas toujours. Et nous, on recevait des coups de fil il y a 5 ans de profs qui disaient « Mais votre truc là, de classe, moi ça fait 20 ans que je le fais, mais le proviseur, il ne sait pas. » Et les parents, oh là là, si les parents le savaient, il y aurait une émeute. Et donc aujourd'hui, quand vous avez des gens qui veulent innover dans des écoles ou des facultés, et qu'on leur dit que ce n'est pas possible, parce que vous connaissez le réflexe principal quand vous avez une idée géniale ou innovante, ou créative plutôt, et que vous voulez la mettre en pratique. Vous connaissez ce réflexe qui est forcé par l'éducation? Et même moi, qui connais ce réflexe-là, il n'y a pas un jour où je ne le dis pas, cette phrase. Ça s'appelle le syndrome du « yes, but ». Ah, c'est génial ton truc, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu veux faire de la classe renversée, inversée, tu veux innover, mais c'est pas possible. Tu peux pas leur faire confiance. Tu peux pas, tu n'auras pas les moyens, tu n'auras pas. Et si à chaque fois tu essayes de dire « mais si je peux », etc., il arrive toujours le dernier « yes, but » de celui qui parle en dernier qui dit « ouais, mais de toute façon, tu n'as pas le droit ». T'as pas le droit, on est en convention, c'est pas possible. Des fois, tu lui dis, on aurait dû commencer par celui-là, on aurait gagné du temps. L'innovation, c'est aussi une désobéissance qui réussit. Il faut oser désobéir et voir ce que ça donne. Et ça marche pas, on recommence. De toute façon, tout ce qui marche tout de suite, c'est pas tellement intéressant, parce que si vous avez un truc qui marche tout de suite, vous avez intérêt à le protéger. Et aujourd'hui, il n'y a aucun prof qui a fait des licences, des brevets, qui a déposé de la propriété intellectuelle sur une innovation pédagogique, parce que c'est fait pour être transformé avec les élèves. Voilà, je vous remercie et puis ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous.